Oui, il faut que je dise, OK. Oui, bon, C'est ça ça. va. C'est ça. Euh, Bonjour Diane. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Donc, tu es Diane Lamoureux, tu es professeure émérite à l'Université de Laval au Québec et autrice de plusieurs ouvrages sur le féminisme et l'antiféminisme. On va passer un petit peu de temps pour discuter ensemble sur un petit peu, si tu peux un peu nous présenter au courant de tes études, comment tu as pu euh, travailler sur ces questions-là et comment est-ce que le mouvement antiféministe s'est un peu mis en place au Québec, mais aussi mondialement. Et puis, si tu peux aussi nous revenir un petit peu sur la tuerie de Polytechnique, qui est quand même un acte terroriste contre les femmes, qui s'est produit au Québec et qui est très peu connu en France. Bon, on peut commencer par, Polytechnique, peut-être, parce que dans l'antiféminisme contemporain, on peut dire que c'est, en tout cas au Québec, ce qui nous a alarmés et bon, alors, ce qui s'est passé à Polytechnique, c'est que, le 6 décembre 89, Heu, un homme armé dont je tairai le nom pour ne pas en faire un héros, a, pénétré, à l'intérieur des locaux de l'École polytechnique de Montréal, une école d'ingénieurs où il y a relativement peu de femmes qui, étudient et encore moins qui y travaillent, sauf comme secrétaire, bon et d'abord fait irruption dans une salle de cours, a séparé les hommes et les femmes et s'est mis à tirer dans le tas. Et ensuite, il s'est un peu éparpillé dans les couloirs de l'école et au bilan, 14 femmes ont été, assassinées. Bon. Sur le coup, bon, comme tout le monde, on a plutôt été, estomaqués. Je veux dire, les on n'est pas aux États-Unis, il y a évidemment des armes de chasse, mais il y a pas plus de fusils que d'habitants, au Québec. Donc le fait un attentat armé, c'est un fait relativement rare. Dans un établissement d'enseignement encore plus. Bon, il y a eu d'autres tueries qui étaient pas motivées nécessairement par l'antiféminisme, depuis dans des établissements d'enseignement et surtout un attentat antiféministe parce que, jusque-là, les choses s'étaient passées plutôt bien pour nous. Il y avait eu énormément, de transformations, dans la vie sociale des femmes, depuis, disons, le milieu des années 60, avec, une résistance pas trop marquée. C'est-à-dire que, le, les transformations de la situation des femmes allaient de pair avec le mouvement qu'on appelait la Révolution tranquille, qui a occupé les années 60 au Québec, c'est-à-dire, la modernisation de l'État, la prise en charge par l'État du secteur, entre autres de la santé, de l'éducation, des services sociaux, et la construction d'un État-providence. Donc dans les circonstances, le féminisme passait plutôt bien. Heu, bon, il y a eu évidemment des résistances sur la question de l'avortement, mais bon, sur la question de transformation du statut juridique des femmes mariées vers une plus grande égalité, heu, dans les rôles parentaux, si on veut, le, l'augmentation du bon, enfin, les transformations dans le système scolaire qui ont amené une plus grande scolarisation des filles, et la possibilité de poursuivre des études supérieures, ce qui était réservé à un très faible nombre d'entre elles, avant, le travail, plus soutenu des femmes, principalement dans les services publics d'aide aux personnes, bon, tout ça avait passé plutôt bien. L'avortement avait rencontré beaucoup de réticences, de la part évidemment de l'Église catholique, et d'ailleurs c'est, son opposition à l'avortement et à la contraception qui a vidé les Mm. églises au Québec, à la fin des années 60 quand le pape, a publié son encyclique Humanité.
Mais il y avait aussi des réticences du collège des médecins et les politiciens de droite, je veux dire, heu, les gouvernements, poursuivaient les médecins qui pratiquaient, ouvertement, des avortements au Québec. Il y a eu plusieurs poursuites contre le docteur Morgenthaler. Alors, Polytechnique, ça survient, heu, 1 an après le premier jugement dans l'affaire Morgenthaler qui, dit qu'il faut changer le enlever l'avortement du code criminel, en tout cas dans sa version actuelle. Il n'a pas été remis depuis dans le code criminel. Donc, il y a pas de balise légale sur la question de l'avortement, au Canada et surtout après le jugement d'Aigle de, l'été 89 qui avait reconnu le, la liberté de choix des femmes et uniquement des femmes en matière, de poursuite ou non d'une grossesse. Donc, ça, c'était 2 décisions juridiques importantes, bon, je veux dire, on avait déjà la reconnaisse mis dans la Charte des droits et libertés en 77, la question de l'orientation sexuelle pour, comme motif illicite de discrimination. Donc, tout ça semblait plutôt aller bien et de ce point de vue-là, Polytechnique, c'est survenu pour les féministes comme, espèce de retour aux principes réalité. L'opposition au féminisme existe. Surtout, ça a été l'occasion sur le coup de, voir l'ampleur de l'opposition au féminisme. C'est-à-dire que dans les semaines qui ont suivi, tout ce dont on a entendu parler, ce sont les exagérations du féminisme. L'idée que, on avait été trop loin, que ça avait été trop vite. Bien sûr, il y avait des inégalités à corriger, mais peut-être qu'on s'y est pas pris de la bonne façon. On avait que les féministes devraient se taire, qu'elles avaient rien à dire par rapport à ça, qu'elles étaient un peu la cause de ça, on et la première réaction donc ça a été de nous blâmer d'une part et d'autre part de vouloir nous réduire au silence. Bon, ça a pris, pas trop de temps, mais enfin, je veux dire, ça a pris un certain temps pour se ressaisir, mais la ville de Montréal, où a eu lieu l'attentat, heu, n'a reconnu, que c'était un attentat antiféministe que 30 ans plus tard et encore, sous notre pression. Bon, je veux dire, c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit, enfin coécrit avec Mélissa Blais, un panneau, d dans un parc de la ville pour dire, ce qui s'était passé le 6 décembre 89. Hem et hem donc bah, pour nous, ça a été, le début d'une attention aux oppositions que soulevait notre mouvement, quoi. Je veux dire, oui, des on avait dû mener des batailles pour, obtenir, des transformations législatives, des transformations dans les mœurs, bon tout ça. Mais, là, on avait, heu, à mener une bataille idéologique en plus, de la bataille de la lutte pour des réformes sociales et et disons, à peu près en même temps que Polytechnique, ce qu'on peut voir, c'est, la transformation de l'Occident, l'évolution de l'État-providence vers le néolibéralisme. Or, ç ça, il y a un rapport entre les 2 dans la mesure où, le cheval de bataille du néolibéralisme, à ses débuts, c'était, l'État-providence coûte trop cher et cette attaque contre l'État-providence était en partie aussi, dans notre tête, une attaque contre les acquis féministes des dernières années.
Parce que, en remettant en cause les services publics, évidemment, ça remettait en cause les emplois de beaucoup de femmes qui sont majoritaires dans les services d'aide aux personnes. Ça remettait en cause des politiques publiques qui avaient amélioré la vie des femmes, que ce soit, les congés parentaux, les services de garde, les diverses mesures de conciliation les diverses mesures de conciliation travail-famille et ça remettait en question aussi, la possibilité pour les femmes de se dégager, des soins aux personnes, vulnérables, par l'existence de services publics, que ce soit les prise en charge des jeunes enfants, prise en charge des personnes âgées, des malades, et cetera et soudainement, les femmes beaucoup de femmes ont dû se transformer en ce qu'on appelle des aidantes naturelles, ce qui n'a rien de très naturel, mais qui est fortement imposé par, les politiques néolibérales. Et et dans le sillage de ces politiques néolibérales, on a vu, se développer un discours contre la féminisation du monde, l'exigence de respect dans les relations interpersonnelles, d'une certaine, bienveillance par rapport aux personnes, avec qui on travaille, qui devraient être des valeurs universelles et pas particulièrement des valeurs féminines. Ça rend le monde nettement plus vivable, de toute façon. Ben, tout ça, a été, remis en cause et on a vu se développer, des mouvements masculinistes qui disent: «Bon, il y avait des inégalités, heu, maintenant, c'est chose du passé et il faut s'occuper des hommes qui vivent une certaine détresse». Donc je dirais que, à l'heure actuelle, on a en fait, 3 grandes variantes du discours antiféministe. La première, c'est celle qui est mise en place par les gouvernements surtout, c'est l'idée que, l'égalité entre les femmes et les hommes, serait une valeur fondamentale de, la société québécoise. Alors, c'est particulièrement utile pour un gouvernement parce que si l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de la société, ben, il y a plus besoin d'y travailler. Tout le monde est d'accord. On n'a plus besoin de mettre en place des politiques publiques. Bon. Et puis, ça peut servir aussi à des fins racistes. Nous, nous sommes en faveur de l'égalité et eux, les immigrants, ben, les populations immigrantes, sont pas, sur le même, diapason que nous et on doit leur montrer comment être civilisés. Bon, alors ça nourrit, évidemment un certain discours raciste, cette idée que de l'égalité déjà là d'une part et valeur fondamentale de la société. La deuxième variante, c'est la variante conservatrice qui est probablement celle que vous avez le plus en France, Mmh. qui est, généralement, issue, des églises chrétiennes, mais aussi des autres églises parce que tous les fondamentalismes religieux se valent, malheureusement qui met l'accent sur, la défense de la famille hétérosexuelle, traditionnelle, où les rôles sociaux de sexe et de génération sont bien tranchés. OK et les, où le travail des femmes n'est pas, à l'extérieur de la maison, n'est pas spécialement encouragé, mais avec, des variantes, bon, à temps partiel, selon l'âge des enfants, bon, et cetera. La 3e variante de cet antiféminisme, c'est la variante masculiniste que j'appellerais, bon, qui est mue principalement par, ce qu'on pourrait appeler une politique du ressentiment. C'est-à-dire que, le monde a changé, et comme ils voient le monde uniquement en termes de dominants et dominés, si les hommes ne sont plus dominants, ils sont forcément dominés.
Mmh. que, l'idée d'égalité ne semble pas les effleurer. Donc, et l'idée qu'il puisse y avoir une équivalence des rôles sociaux non plus. Alors, si on voit le monde uniquement en termes de dominant-dominé et qu'on n'est plus dominant, qu'on a perdu une partie de ses privilèges, ben, on le voit en termes de, d'être dominé et surtout on voit la perte des privilèges, non pas comme un élargissement dans un sens universel des droits humains, mais comme une perte de quelque chose qui nous appartenait avant. OK. D'où, mon idée que c'est une politique du ressentiment, ou de l'amertume, et qui veut, revenir, à un monde où les, délimitations entre les rôles sociaux de sexe et entre les générations, sont très claires. Où donc ça rejoint un peu la variante conservatrice à ce niveau-là, mais dans l'idée que, il faut aussi créer créer une équivalence entre les problèmes sociaux que vivent un certain nombre d'hommes et les problèmes sociaux que vivaient les femmes. Donc, comme s'il y avait une symétrie sociale entre hommes et femmes dans notre société. Comme si les situations étaient symétriques, mais simplement en miroir inversé. Donc, les hommes seraient désormais défavorisés, et parce que l'école valorise des valeurs féminines et donc que les garçons décrochent plus, que, les pères sont privés de voir leurs enfants, que, les hommes se suicident plus que les femmes, et cetera. Bon, dans ce discours masculiniste, il y a vraiment cette idée, nous ne sommes plus en contrôle et il faut revenir à un monde où nous serions plus en contrôle. Et donc dans cette logique où on ne voit que des rapports dominant-dominé. Alors ça situe un peu le contexte général, du masculinisme, enfin de l'antiféminisme, mais donc c'est pas, évidemment ça demande des stratégies différentes, selon, chacun des, heu, chacune des variantes. Merci beaucoup, hein, pour cet éclairage. C'est, effectivement, hein, en France, on a beaucoup la variante conservatrice. On voit quand même monter la variante, aussi, masculiniste, hein, ça, on va plus en parler, nous, effectivement, dans les intersyndicales, femmes avec, d'autres intervenantes, sur ce sujet-là. On voit aussi le discours des pères qui seraient privés, de leurs droits. C'est ce qu'on voit aussi, arriver en France, quand il y a des séparations. Alors que ce qu'on voit aussi, c'est que bah, la plupart du temps, quand il y a des séparations, c'est les pères qui ne réclament pas la garde. Et quand la garde n'est pas accordée et quand ils la veulent, c'est que derrière, souvent, il y a des causes. Mais ça, c'est voilà, c'est un peu ce qu'on voit monter en France, quoi. Oui, on voit la même chose au Québec, parce qu'effectivement, d'abord, il y a 80 des causes qui se règlent à l'amiable, heu et dans les 20 restants, il y a une forte proportion de violence à l'encontre des femmes et des enfants. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, au Québec, est-ce que tu vois une évolution? Est-ce qu'il y a toujours ce, je sais pas, enfin, actuellement, en fait, plutôt dans l'actualité récente, avec ce qui est en train d'arriver de la part des États-Unis, est-ce qu'il y a encore plus une montée de ces discours masculinistes ou, et antiféministes, ou il y a des résistances qui se mettent en place un peu Je pense qu'il y a une montée et ce qui est inquiétant, et là, c'est principalement par le biais des réseaux sociaux, c'est que ça atteint énormément les jeunes. C'est-à-dire que, bon, à force de répéter que, l'égalité, entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de la société québécoise, on n'a pas pris la peine, de, faire un travail d'éducation auprès des jeunes qui sont assez vulnérables à toute une série d'influenceurs, bon, qui sont présents surtout sur les réseaux sociaux, qui, mettre de l'avant des visions de la masculinité qui sont tout à fait toxiques. Je veux dire, un mâle, c'est, barbu, musclé, riche et puissant
et ça a une petite femme à ses côtés pour, même physiquement d'ailleurs, si on regarde les films, ou les images, c'est vraiment le grand homme et la petite femme, heu, bon, ça a une femme à ses côtés pour, voir à son bien-être et voir, et élever éventuellement, leurs enfants, dans le respect de la hiérarchie sexuelle. Bon, là, il y a, et évidemment, l'espèce de boys club, mâle alpha, qui s'est mis en place, aux États-Unis, dans le gouvernement Trump, ça accentue, le travail de ces influenceurs. Je veux dire, ceux qui ont du succès, d'une certaine façon, ce sont les mâles alpha. OK, et les autres, ben, ils subissent quoi. Évidemment, c'est pas, ça promeut pas, d'abord une diversité des masculinités, ce qui devrait être normal parce que, je veux dire, les êtres humains ne sont pas les copies conformes les uns des autres et bon, je pense qu'un des acquis, importants du féminisme, ça a été qu'on arrête de parler de la femme et qu'on parle des femmes, qui sont, pas réductibles les unes aux autres. Bon, là, on a vraiment, un retour en force d'une image, de la masculinité sous le mode de, la domination et une domination qui est faite, de piétinement et d'humiliation de tout ce qui est autour là, je veux dire, et qui carbure, à une espèce, de ce que j'appellerais d'intersectionnalité des haines, c'est-à-dire que, mettons, on a, un cocktail, assez dangereux et explosif, d'antiféminisme, de racisme, et d'homo, lesbo, transphobie, quoi. C'est vraiment, le et la forme de masculinité qui est proposée aux jeunes, c'est, vraiment cette masculinité heu d'écrasement, quoi. C'est de bon, qui est assez en phase avec le néolibéralisme, hein, où, je veux dire, si, il faut s'en prendre qu'à soi si on réussit pas dans la vie et la façon de réussir dans la vie, c'est de piler sur la tête des autres, plutôt que d'être solidaire. C'est exactement ça. Est-ce que tu voudrais rajouter encore une chose, un mot à dire aux participantes? Ben, je pense que, il faut pas se laisser arrêter par cette montée, du masculinisme. Bon, malheureusement, les inégalités malgré tous nos combats, les inégalités entre les femmes et les hommes existent toujours. Donc il faut le répéter que ça existe, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des pratiques sociales à changer, l'action des groupes, féministes est pas une action d'arrière-garde, c'est une et que, l'égalité des droits pour les femmes, c'est en fait une amélioration de, du système de droits pour l'ensemble des êtres humains et de la vie de beaucoup d'êtres humains, je veux dire, à ce niveau-là, il faut, effectivement déconstruire ce discours antiféministe, pas se laisser impressionner, par, les grosses voix, qui, ont, beaucoup de porte-voix à l'heure actuelle et continuer à mener le combat parce que, le combat qu'on mène, c'est un combat pour, heu, la justice qui prend la forme, de, l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi de la liberté pour les femmes et d'une société qui est plus solidaire qu'individualiste. Merci beaucoup Bah, je vous remercie. et puis on essaiera de se voir, quand tu viendras en France. Oui, je te fais signe. Voilà. Alors attends, j'arrête juste l'enregistrement. Hop.